Moi, j'aimerais poser une question pour Laurine Roux, du coup, pour votre roman. Pourquoi décrire un monde si violent, en fait? C'était la question. Pourquoi le roman est si violent? C'est ça la question? Oui, enfin, être dans un monde si violent, quoi. Euh, Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il était Toi, tu as trouvé qu'il était violent, le roman? assez. Mais pas dans Alors, le mauvais sens non, mais du de temps terme. en temps, oui, ça arrive qu'on me le dise, et je suis toujours surprise en fait de cette question-là, parce que il me semble que la réalité l'est beaucoup plus, que le monde dans lequel nous vivons est une violence inouïe, permanente, et souvent bah, le roman est une sorte de métabolisme, enfin on métabolise plein de choses dont on ne se rend pas compte de manière un peu instinctive. Et la fiction est une manière de mettre en mots des choses qui peuvent nous heurter. Enfin, en tout cas, moi, je sais que le corps est ma matière, ma caisse de résonance du monde, et ça va venir travailler, comme un ferment quand on cuisine. Et je pense que c'est parce que le monde me heurte, et j'ai des colères, j'écris à partir de colère, j'écris à partir d'angoisse, j'écris à partir de désir également. Donc tout ça c'est intense. Je parlerai pas vraiment de violence, je parlerai aussi d'intensité, parce qu'il me semble que il y a aussi de la violence dans l'émerveillement chez la petite Gemma par rapport à la nature. Il y a de l'intensité, je dirais. Enfin, alors peut-être que je noie un peu le poisson. Il n'y a pas de volonté, en tout cas, il n'y a pas de volonté de faire du mal au lecteur ou d'être dans du rentre-dedans ou du coup de poing. Je ne crois pas. En tout cas, quand j'écris, il n'y a pas du tout cette idée-là. Déjà parce que je ne pense pas au lecteur quand j'écris. Je commence à penser au lecteur quand je commence à réécrire un petit peu, enfin le travail de réécriture une fois que le premier jet est sur le papier. Donc, c'est entre moi et moi, dans un premier temps. Et il y a toujours, justement, pour tenir dans cette nuit de l'écriture, il y a toujours le besoin pour moi d'avoir une petite bougie, une forme de petite lumière qui soit toujours allumée et qui garde un peu d'espoir au milieu de tout ce qui peut être un peu accablant, quoi. Enfin, effectivement. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment. C'est un peu compliqué de... Je réfléchis pas trop en fait à tout ça. Je fais bien comme je peux avec ce qui m'arrive. Et puis en fait, moi, je suis saisie par des histoires. Ça m'arrive comme ça, et je fais avec. Alors c'est vrai que souvent, elles sont un peu violentes ces histoires. Ça, j'avoue. Je plaide coupable. Alors peut-être qu'on peut parler aussi du lecteur. Là, c'est à la lecture. Moi, en ayant lu ton roman, je trouve que je me sens apaisée parce que j'ai l'impression de lire une sorte de métaphore, d'angoisse du monde, d'une violence que je peux ressentir et qui est racontée autrement dans un roman. Donc c'est cette place du lecteur en tout cas qui reçoit un livre, qui le lit et qui sent vraiment de manière métaphorique ce qu'on peut vivre dans la vie de tous les jours. Moi, je suis très angoissée quand je lis un livre qu'on appelle Feel Good, où tout va bien. Parce que dans la vie, vraiment rien ne va, hein, franchement. Marion, tu as quelque chose à dire sur cette... Non, je suis assez d'accord. Moi, les feel good, je trouve ça hyper angoissant parce que c'est comme c'est un filtre. Enfin, c'est du fake. Et je trouve ça assez flippant cette idée de se raconter que tout va bien. Ça fait très méthode Coué en fait. Je vais bien, tout va bien. Voilà, on est dans le meilleur des mondes et voilà. Donc, Et cette idée de la résonance de la violence du monde qui nous entoure dans un roman. Moi, je pense effectivement qu'on a un peu les mêmes fonctionnements dans nos démarches. Oui, pour moi, l'idée, c'est aussi de parler de mes angoisses, de mes colères et de rendre ça... comment dire ? Donc oui, il y a de la violence, mais elle n'est que le reflet de ce qu'on vit au quotidien. C'est du réel... fictionné quoi, mais c'est du réel. Moi, je vais prendre un exemple qui peut peut-être vous parler. Je suis hyper angoissée par Instagram. Instagram, c'est tout le monde, il est gentil.
c'est horrible, vraiment. Hein, si vous regardez bien Instagram, c'est quand même c'est le petit bonheur tout le temps. Hein. Donc voilà, ce type de lecture, c'est intéressant, on peut découvrir plein de trucs, mais malgré tout, c'est très 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 gentil, effectivement. Après, c'est un choix. Hein. Enfin, je crois que quand on écrit, on fait ce choix-là d'être des écrivains du réel, on va dire, ou d'être complètement dans de la fiction qui permet de s'évader. Moi, je pense que le rôle de la littérature, c'est aussi d'aller creuser là où ça fait mal. Ouais, il y a une phrase que j'aime bien qui est de Faulkner qui dit que écrire, c'est craquer une allumette dans la nuit, non pas pour éclairer, mais pour montrer toute l'opacité des ombres qui entourent. Et j'aime assez cette image pour parler de l'écriture, et peut-être que ça situe là le rapport à la violence. Oui. Du coup, j'ai une question pour l'autrice de Vanda. On sait que vous avez travaillé dans la psychiatrie. Est-ce que vous vous êtes inspiré de certains de vos patients pour décrire vos personnages? Est-ce que vous serez en mesure de décrire la santé mentale de vos personnages? Alors, c'est particulier parce qu'évidemment, 15 ans de pratique professionnelle a évidemment m'a influencé et m'influence dans ce que j'écris. Mais c'est pas aussi plaqué, aussi carré que ça. C'est-à-dire que je n'ai jamais utilisé des personnes que j'ai rencontrées dans mon travail dans la fiction. D'abord, ça serait absolument pas éthique. Et en plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est de décrire des choses réalistes, mais qui sont toujours de la fiction, qui sont inventées. Voilà, en revanche, évidemment que quand dans Vanda, je décris l'ambiance dans un pavillon psychiatrique, je m'inspire de ce que j'ai pu vivre en y travaillant. Mais c'est pas aussi clair que ça. Magali, par exemple, est un personnage totalement de fiction. Je l'ai inventée de A à Z, elle n'existe pas. En revanche, la façon dont je peux un petit peu aborder sa folie, on va dire avec des grosses guillemets, oui, c'est quelque chose qui peut résonner avec d'autres patients que j'ai pu croiser, mais elle, en elle-même, elle est complètement inventée. Je pense que ce que m'a offert ce métier par rapport à dans l'écriture, c'est plus un regard finalement que des sujets. C'est-à-dire que ça m'oblige, mais de fait c'est du coup comme ça que je fonctionne, à ne pas juger mes personnages, y compris quand ils sont limites, ou quand ils sont nocifs, ou quand ils sont... enfin voilà, quels que soient les bouquins, je peux avoir des personnages de salauds parfois, et pour autant, c'est pas que je leur trouve des excuses, mais je trouve des explications. Et ça m'a été, je pense... ça va avec cet ancien métier où on se retrouve à bosser avec des tas de gens différents qui n'ont pas toujours fait des trucs super, mais notre rôle, c'est pas de les juger. Et est-ce que vous avez des exemples de potentiels troubles que certains personnages ont? Alors, j'ai entendu le début, mais après, tout était brouillé. Est-ce que vous avez des exemples de certains troubles que peut-être des personnages ont? Non. Là, sinon, on va basculer dans la clinique psychiatrique, et c'est peut-être pas le plus intéressant. Et en plus, je suis pas sûre que ce soit ce qu'il y a de plus intéressant dans le bouquin, en fait. Il y a la question peut-être de la frontière de la folie. Merci. Quoi. Ouais. En fait, c'est exactement ça. Merci. C'est ça que j'avais aussi envie effectivement de creuser dans le bouquin, c'est cet endroit où on est dans des sociétés où les fous, on les met de côté. Il y a les fous et les gens normaux. Et les gens normaux se félicitent bien évidemment de ne pas être fous. C'est aussi pour ça que les hôpitaux psychiatriques, on les met toujours en périphérie des villes. Il y a eu des tentatives à certaines périodes, mais toujours on les repousse le plus loin possible. Et moi, je voulais aussi travailler sur cette frontière qui est très poreuse en fait, entre folie, pas folie, et où finalement Vanda, qui est plutôt du côté des gens normaux, parfois elle est sur le fil en fait, et où le personnage de Magali, par exemple, on découvre à la fin du bouquin qu'elle avait une vie plus que banale et normale avant de vriller, et pas pour rien d'ailleurs. C'est pareil, je spoile pas pour ceux qui l'ont pas lu, mais voilà, il y a des raisons qui l'ont fait disjoncter. Et j'avais effectivement envie de mettre en scène cette toute petite frontière et même ce basculement possible où il y a des moments où on se dit que Vanda, elle pourrait être à la place de Magali. Voilà. Et finalement, un personnage comme Magali, à un moment,
Enfin, elle devient folle peut-être parce qu'elle est extrêmement lucide à un moment donné aussi et qu'elle prend. C'est tellement violent ce qui lui arrive aussi. Oui, Et elle en a tellement une conscience vive et intense que ça la fait basculer dans la folie aussi. oui, Enfin, et puis, le et puis de rapport se à- prendre une violence terrible, qui est une violence sociale, puisque voilà, elle a fait partie des débarqués de France Télécom. Vous êtes un peu jeune, je pense, pour avoir connu cette période-là, mais ça a été un moment terrible où énormément d'employés se sont suicidés, avec des pressions des actionnaires et des patrons qui a été terrible, qui a donné donc des vagues d'énormes souffrances au travail, des suicides, et ce personnage de Magali, voilà, travaillait chez France Télécom et a vu son mari se foutre en l'air dans cette période-là, et elle-même être pressurisée, enfin tout ça. Donc voilà, c'est la violence aussi, c'est cette violence sociale terrible qui l'a fait aussi basculer de l'autre côté, quoi. Bonjour, ma Bonjour. question est pour Florence Dupré-Latour. Du coup, Pucelle est une trilogie. Avez-vous des projets après cette trilogie? Oui. Fin. Non. J'attaque une nouvelle thématique qui est la gémellité. Donc j'ai une sœur jumelle. C'est une thématique qui est en arrière-plan. Je travaille depuis quelques années dans le registre autobiographique et mon enfance me semblait... j'avais trop de choses à raconter. Donc j'ai choisi de l'aborder selon 3 grands thèmes. Il y avait le rapport aux animaux, avec un album qui s'appelle Cruel. J'ai rencontré beaucoup d'animaux dans ma vie et on ne m'a pas éduquée à la morale concernant les animaux, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, j'ai testé. C'est pas forcément très joyeux, mais c'est un album dans lequel on retrouve les thématiques de la gémellité, de la sexualité, mais en arrière-plan. C'est comme si on avait un théâtre avec des acteurs. L'acteur principal, c'est le rapport aux animaux, avec ces 2 thématiques qui sont en arrière-plan. En réalité, on parle de rapport de hiérarchie dans la famille et dans la société. Ensuite, avec Pucelle, toujours de 0 à 18 ans, eh bien, il y a la sexualité qui arrive au premier plan et les 2 autres thématiques qui sont en sourdine. Et donc, avec la gémellité, ça sera la même chose. Là, je vais raconter ce que c'est qu'avoir une sœur jumelle. C'est en même temps une bénédiction et un enfer. Bonjour, j'ai une question pour Nicolas Juncker. Est-ce que dans votre BD, pourquoi vous avez mis de la couleur et à la fin, pourquoi vous avez mis un tableau avec une fille tout en couleur? C'est un truc, la couleur, comme je disais tout à l'heure, la bande dessinée, il y a plein de paramètres possibles, hein. Notamment celui du noir et blanc de la couleur. Est-ce qu'il y a de la couleur ou pas de couleur? Donc à partir du moment où je fais une bande dessinée en noir et blanc, la couleur est un moyen narratif pour surprendre le lecteur. Donc forcément, quand je fais 20 pages de noir et blanc et que tout à coup la couleur arrive, je sais que ça va créer un choc visuel. C'est assez... C'est pas très finaux, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça, hein, mais j'espère que c'est efficace, quoi. Et surtout à la fin, bon, on va spoiler, bon, on va dire que c'est un bouquin qui est un peu écrit sous antidépresseur, mais à la fin je voulais qu'il y ait une petite note d'espoir juste dans la dernière page, hein, et donc c'est pour ça que la couleur arrive, c'est pour cette Allemande finalement qui peut-être va enfin avoir une lueur d'espoir pour l'après, pour ce qui va se passer après dans sa vie. Et donc là, la couleur me paraissait évidente et nécessaire, quoi. Sortir de ce Berlin de gris, de cette vie de gris, cette vie de merde qu'il y a eu pendant 200 pages. Et ça y est, il y a peut-être un avenir un peu plus ensoleillé et un peu plus joyeux. Donc c'était important pour moi que la couleur arrive à ce moment-là. Mais la couleur, c'est compliqué. Enfin, on en parlait hier soir avec Lucie. Moi, j'ai beaucoup de mal personnellement avec la couleur. Alors, je suis autodidacte. Hein. J'ai pas fait d'école d'art du tout. Et autant le dessin, ça peut s'apprendre tout seul. La perspective, l'anatomie, il y a des choses, le dessin, ça peut se faire. La couleur, c'est très compliqué. C'est vraiment quand on veut faire autre chose que, il y a du ciel, je mets du bleu, il y a de l'herbe, je mets du vert. Dès qu'on veut sortir de ça,
C'est vraiment compliqué. Donc du coup, j'y vais un peu mollo. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire voilà, là c'était super. C'est du noir et blanc. Il y a quelques passages où je mets du rouge. Parce que c'est pas très compliqué. C'est de la bichromie. Ça va. Je peux arriver à gérer à peu près la bichromie. Il y a il y a 2 passages en couleur. Ouais, enfin, dont le dernier. Voilà. Mais c'est une manière de surprendre le lecteur. C'est un jeu narratif. C'est de la mise en scène en fait. Alors bonjour. C'était une question pour l'autrice de Baume du Tigre. Je voulais savoir si, par rapport au titre, est-ce qu'il devait au final raconter un petit peu l'histoire et est-ce que le livre doit soulager quelque chose? En fait, je suis d'abord partie du titre. Je ne sais plus à quel moment j'y pensais, mais je me suis dit, tiens, mais ça ferait un bon titre, ça sonne bien. Et du coup, c'est à partir de là que je me suis mis à développer en me disant, tiens, et du coup, en fait, c'est un titre qui, je trouve, illustre bien l'immigration asiatique. C'est un produit un peu que tout le monde connaît, qui est vendu dans plein de pays occidentaux où il y a des diasporas chinoises. Et du coup, c'était d'abord voilà, juste ce côté un peu comme ça de comment la culture chinoise peut être soluble, entre guillemets, dans un autre cadre ou dans un autre pays. Et après, c'était un peu un second sens. On parlait de trucs fumeux là tout à l'heure. En fait, c'est un peu des interprétations que j'ai faites a posteriori et que je trouve que, voilà, que les gens peuvent faire. Il y a eu des critiques comme ça qui disaient c'est comme un baume, mais enfin l'histoire c'est qui pique et qui soulage. Et enfin, je trouve que c'est des interprétations marrantes et intéressantes. Moi, c'était pas voilà, dans mes premières idées. Voilà, il y a un peu un rapport à la médecine traditionnelle comme ça qui évoque, mais c'était c'est des choses qui ont été faites a posteriori, mais voilà, pour moi, c'est des interprétations légitimes quand même. Alors moi justement, j'ai eu cette interprétation, pas sur le produit lui-même qu'on connaît tous, hein, mais plutôt sur ces 2 mots qui sont juxtaposés. Baume, c'est apaisant, et tigre, c'est dangereux. Oui, mais moi, c'est pour ça que j'aime bien c'est un nom que je trouve qui est hyper intéressant, en fait. Enfin, c'est un produit qu'on voit passer, qui fait partie du paysage, mais qui est justement hyper contrasté. Et puis, justement, même le produit, enfin, je sais pas si des gens l'ont déjà utilisé, mais qui est censé soulager. En fait, c'est très froid et ça brûle un peu. Et en fait, voilà, c'est un produit médicinal. Et du coup, c'est un truc tout en contraste. Et du coup, je trouve ça... je trouvais que c'était intéressant, que c'était un titre intéressant aussi, comme ça. Mais c'est un contraste qu'on retrouve dans ta bande dessinée, avec un dessin qui est d'une douceur extraordinaire, et qui donc va pouvoir raconter des choses dures. Et on retrouve cette forme de contraste aussi. Petite question pour Marion Brunet. Alors, l'histoire se déroule à Marseille. Pourquoi? Avez-vous un lien avec Marseille? J'y vis depuis 23 ans. Et alors, paradoxalement, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais je ne cite jamais la ville. C'est-à-dire qu'on sait que c'est à Marseille parce que on le devine, parce que c'est une ville qui est tellement identifiable que même sans son nom, on la reconnaît. Mais à aucun moment je n'utilise le mot, je ne dis Marseille. Et ça me permettait d'ailleurs d'avoir une vraie liberté. C'est-à-dire qu'au début, si c'était Marseille, identifié comme étant Marseille et nommé, ça me coinçait dans une géographie un petit peu obligatoire. Alors qu'à partir du moment où je me disais c'est Marseille pour moi, mais j'ai pas d'obligation puisque je l'ai pas nommé. Ça me permettait une vraie liberté géographique. Donc je peux passer, un personnage, il peut boire un coup au Prado et soudain il est à la plaine. Bon, alors voilà. Et donc voilà. Mais effectivement, et j'avais très envie de parler de cette ville parce que c'est une ville qui est pour moi très ambivalente et elle déclenche en moi des sentiments ambivalents. C'est une ville que je trouve extraordinaire et insupportable. Et extraordinairement mal gérée, alors avec en même temps un potentiel dingue. Enfin, voilà, des gens extrêmement différents qui y vivent. Et j'avais vraiment envie de parler de cette ville-là parce que je trouve que c'est quasiment un personnage du roman d'ailleurs. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, justement, dans le fait que, excusez-moi, c'est qu'en tant que lectrice, le fait de ne pas nommer Marseille, j'y suis pas arrivée avec mes a priori sur Marseille. C'est exactement l'idée. C'est-à-dire qu'en plus, Marseille, c'est vraiment une ville qui trimballe un nombre de clichés. Donc on dit Marseille, tout de suite, les gens en face, ils vont prendre l'accent, ils vont parler du Vieux-Port, ils vont parler de la pétanque, ils vont parler du pastis, ils vont parler du foot. Et moi, c'est pas mon Marseille, c'est pas ma ville, quoi. Enfin, évidemment que ça y participe, mais c'est pas de ça dont j'ai envie de parler. Je trouve que quand on accompagne quelque chose directement, on a des images derrière clichés, c'est complètement fermant. Donc, en effet, ça a évité ça. Bonjour, c'est une question pour Nicolas Juncker.
Pourquoi avez-vous choisi de conserver la forme du journal intime? Parce que ça faisait partie du projet. Ce qui m'intéressait, c'est que c'était deux femmes qui tenaient des journaux et qui avaient une possibilité pour que l'une lise le journal de l'autre et vice-versa. Parce que dans un journal, on écrit des choses qu'on n'écrit pas ailleurs. Moi, personnellement, j'ai jamais tenu de journal, donc je suis un peu mal placé pour en parler, en fait, quoi. C'est un peu de la frime. Mais je sais pas, les journaux intimes, il y a bien le mot intime, souvent on emploie ça un peu à tort et à travers, mais bon. Donc là, c'était simplement c'était une manière aussi d'échapper au dessin. Je pense notamment à une séquence un peu importante du livre, qui est la séquence des viols. C'est évident que dès le départ, je voulais pas dessiner ça, il était hors de question que je dessine des viols. Donc du coup, le journal me permettait de le décrire uniquement par des mots, et ça permettait de le faire découvrir au lecteur en même temps que le personnage russe, qui découvre ça en découvrant le journal de l'Allemande, en fait. Donc voilà, c'était ça. Et puis il y avait un petit jeu marrant, essayer de réfléchir à deux écritures différentes, aussi bien dans le phrasé que dans la forme manuscrite, quoi. Bonjour, c'est pour Pucelle. Pourquoi avez-vous choisi des graphismes enfantins alors que les propos sont assez crus? Bonne question. C'est un graphisme effectivement qui est assez simple, assez jeté, qui va privilégier l'expression, l'expressivité. Je me suis inspirée d'ailleurs de dessins que j'ai pu voir étant jeune. Je peux citer Claire Bretéché, je peux citer Sampé, Reiser, ça va peut-être pas trop vous parler, mais également de mangas que je regardais, c'était tout nouveau les mangas quand j'étais jeune, dans les années 80. Donc je regardais Dragon Ball, et donc il y a une expressivité très très forte que je découvrais et qui moi me fascinait, c'était presque obscène. Et donc pour raconter des choses dures, j'ai utilisé une forme plus légère. Donc une forme effectivement un peu enfantine, tragicomique. Et ça m'a permis en tout cas de ne pas appuyer en disant hey, là il faut que tu pleures, et là donc effectivement quand j'ai vécu ces souvenirs-là, je ne riais pas du tout, mais j'avais envie d'apporter de la légèreté et que le lecteur rit avec moi de ces mésaventures. Moi, j'ai une question pour l'autrice de Baume du Tigre. Je voulais savoir, dans votre BD, vous n'avez pas marqué les marqueurs spatio-temporels parce qu'on fait des bonds dans le temps avec l'histoire de la maman ou de la grand-mère, mais pourquoi ce choix? Alors déjà, il y a un peu ce risque, après on se dit, un peu comme on parlait de Marseille, de devoir vraiment respecter le truc à la lettre. J'avais peur de m'embrouiller dans les timelines, dans les dates, dans les lieux. Ensuite, il y avait... au début, l'envie de faire un truc qui soit un peu, en toute modestie, mais un peu universel, ouais, un peu qui soit pas lié à un lieu. En fait, déjà, mon premier réflexe, en fait, je voulais pas attribuer une origine directe à la famille, parce qu'en fait, moi, ma propre famille est passée par plein de pays, notamment la Chine, le Cambodge, Taïwan, et souvent, je peux pas résumer ça à une seule, même si moi, je suis plus de culture chinoise, mais on peut pas résumer ça à un seul pays de départ, en fait. Et voilà, et je trouve que c'est les cultures et les nationalités sont des choses complexes et multiples qui peuvent se superposer. Et du coup, il y avait un peu d'abord ce réflexe-là, et ensuite, je me suis dit que voilà, quitte à pas préciser le lieu de départ, autant pas préciser celui d'arrivée, que d'ailleurs, c'était un truc qui aurait pu se passer en France, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, ailleurs, et que ça aurait été le propos, en fait, et se voulait en tout cas le même, indépendamment des pays. Du coup, il y avait un peu cette envie-là. Ensuite, je voulais, au début, dans le projet... avoir un ton un peu plus onirique que celui que j'ai eu finalement en fait. Au début, je voulais que ça soit vraiment plus, encore plus intemporel et je sais pas comment on dit, ingéographique. Enfin voilà, ce soit encore moins situé. Et finalement, c'est mon éditrice qui me disait mais du coup, ça se passe à quelle date? Et je dis je sais pas, approximativement. Et qui me disait mais du coup, ça se passe dans les années 80, nan. Et du coup, j'ai un peu essayé de réancrer ça comme ça. Et après, moi-même, le style de dessin, la direction un peu que ça a pris était plus ancré, en toute proportion gardée, mais plus ancré dans une forme de réalité que ce que je prévoyais. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un peu cet entre-deux.
Mais voilà, par exemple, dans mes grandes références, il y avait la BD Là où vont nos pères de Sean Tan, donc je ne sais pas si vous tombez dessus, je vous la conseille, qui est dans un univers vraiment hyper onirique et en fait qui est vraiment un reflet de l'immigration américaine. Donc on voit un équivalent de Statue de la Liberté, de Ellis Island et de l'accueil qui était fait des migrants. Il y a vraiment cette espèce de dimension universelle de l'histoire de la migration. Et c'était un truc qui me touchait et que j'avais envie de conserver un petit bout de ça en fait. Et du coup voilà. Mais c'est que j'ai l'impression que ça a frustré des gens parfois qui me demandaient mais quel est le pays, quelle est la date. Et voilà, du coup je suis toujours incapable de répondre, mais voilà, j'espère que ça répond à la question. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai une question pour Laurine Roux. Dans votre roman, il n'y a pratiquement pas de dialogue. Est-ce pour nous montrer l'isolement de Gemma? Quelle était votre volonté? Alors, j'avais jamais pensé à cette interprétation, donc je vais pourquoi pas? Oui, ça peut être. C'était pas voulu, en tout cas. J'avais pas l'intention d'appuyer l'isolement de Gemma comme ça. Et j'ai même envie de dire qu'il n'y a pas de dialogue au sens classique du terme, avec des tirets où on va à la ligne, etc. Mais le roman est traversé par beaucoup de voix, et des voix multiples et des voix plurielles. Il y a quelque chose qui se tresse au récit de Gemma. Gemma, elle raconte son histoire à jeu, en disant jeu. Et elle est nourrie par la voix de sa mère, qui lui répète des ritournelles, mon cabri, ma brebis. Il y a aussi les voix de son père, qui sont plus la voix de son père qui est plus prescriptive, qui lui dit ce qu'il faut faire, de l'ordre qui est de l'ordre de l'autorité. Et j'avais envie de tresser toutes ces voix-là parce qu'il me semble que dans la vie, on est comme un feuilleté de plein de voix qui nous constituent, des voix qui nous ont donné des conseils, des voix qui nous ont fait mal, qui nous ont blessés, des voix qui nous ont encouragés, enfin, des voix d'auteurs aussi, des choses qu'on a lues ou qu'on a vues au cinéma, enfin, des choses qu'on a entendues, des trucs tout bêtes, et qui peuvent revenir à des moments de manière un peu, parfois inopportun, parfois... Et j'aime bien le fait que notre corps porte la trace un peu comme des cicatrices, mais des cicatrices. Moi, je trouve ça toujours très beau, les cicatrices, et que les voix puissent faire partie intégrante, voilà, de notre corps. Et dans ce sens-là, j'intègre toujours, sauf dans un roman qui va paraître en octobre prochain, mais c'est le seul où j'ai vraiment respecté le code de présentation des dialogues. Mais sinon, j'aimerais vraiment que ça fasse partie de la narration pour ce tressage-là.